Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Philippe Campolo, avocat LLC. J'interviens sur la présentation des avantages du mécénat d'entreprise avec ma collaboratrice, maître Fanny Pierre du barreau Draguignan et présidente de l'UGA Draguignan. Je vous remercie de votre attention. On va essayer d'être intéressant, pas très long et pertinent, et puis nous répondrons à toutes les questions que vous souhaitez poser. Alors, qu'est-ce que le mécénat? Il n'y a aucune définition légale du mécénat. Le journal officiel a indiqué que c'était un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général et s'étendant au champ de la culture, de la solidarité et de l'environnement. D'où vient le mécénat, et notamment le mécénat d'entreprise, puisque ça a été un sujet qui a été très controversé à une certaine époque, puisque le mécénat, c'est purement et simplement de la philanthropie, et l'entreprise, c'est de la productivité, de la création de richesses et de la distribution de richesses. Deux mondes totalement à part, deux mondes totalement différents, qu'il fallait faire coïncider et qu'il fallait en même temps faire vivre dans un même ensemble dispositif. C'est posé beaucoup de questions, notamment juridiques, et on a parlé au terme des 10 ans de la loi de profit-l'anthropie, un terme qui désigne le profit et la philanthropie et qui va très bien, je pense, avec le sujet du mécénat d'entreprise. Alors, le mécénat a connu son existence avec l'arrivée du cabinet d'André Malraux et notamment avec la création de la Fondation de France. Il a ensuite été modifié 2 fois par le cabinet François Léotard, alors ministre de la Culture, sur la base nature de laquelle nous nous trouvons. C'est un petit clin d'œil local, comme quoi Fréjus a toujours eu un œil bienveillant sur le mécénat, sur les artistes et sur les entreprises. Bien sûr, il y a eu également la figure tutélaire du ministre socialiste Lang qui a également donné une réforme en juillet 1990. Et surtout, nous sommes depuis le 1er août 2003, depuis la loi Aillagon, en plein mécénat et avec tous les avantages que ce mécénat remplit. La loi Aillagon a prévu 4 axes de développement pour que ce mécénat soit incitatif vis-à-vis des entreprises et que les artistes puissent en bénéficier de manière beaucoup plus large. Le premier axe, c'est le développement du mécénat du particulier par un renforcement substantiel des incitations fiscales. Nous en parlerons tout à l'heure. La favorisation du mécénat d'entreprise par un doublement de l'encouragement fiscal, un allègement des fiscalités des fondations et une accélération, une simplification de la reconnaissance d'utilité publique des associations. Alors, quel est l'intérêt du mécénat? Tout d'abord, quel est l'intérêt pour l'entreprise? Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, faire coïncider profit et philanthropie était difficile, sauf que dans le cadre du mécénat d'entreprise, l'entreprise a la possibilité d'améliorer son image, de faire valoir sa position sur le plan économique et local, d'améliorer également la communication avec des partenaires anciens, nouveaux. C'est également un outil de management. Nous pouvons faire intervenir des salariés dans le cadre du mécénat, les faire participer. Vous verrez que dans le cadre des dons de compétences ou dons en nature, les salariés d'une entreprise profitent pleinement également des actions de mécénat de l'entreprise. Pour l'association, le mécénat est un soutien très actif, très fort.
Il permet de travailler avec les acteurs économiques de proximité. Et surtout, c'est une diversification des ressources financières. Ils ne dépendent plus d'un seul mécénat privé ou public là-dessus. Ça leur permet aussi, dans le cadre du mécénat de compétences, d'obtenir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences professionnelles. Et ça permet également pour les associations de mobiliser ou de remobiliser des bénévoles et de faire des rencontres nouvelles. C'est ce qu'on appelle des opportunités de rencontre. Le mécénat, dans le cadre de Bazart, a permis cette opportunité-là. Ça permet également aux associations d'avoir une véritable réflexion sur le projet qu'ils présentent pour coller à une entreprise, pour améliorer l'image d'une entreprise. On ne présente pas n'importe quel projet à une entreprise. Il faut que l'artiste, l'association ou la fondation puisse se reconnaître dans l'entreprise et réciproquement, il faut que l'entreprise puisse se reconnaître dans l'œuvre de l'artiste ou de l'activité de l'association. Il faut, si on parle de mécénat, faire une distinction avec le parrainage ou plus communément appelé sponsoring, qui n'a pas du tout la même politique et le même état d'esprit. Le mécénat, c'est une activité purement philanthropique sans aucune contrepartie. Le parrainage, c'est une opération commerciale qui permet, à partir d'une activité ou d'un événement, à l'entreprise de retirer un profit de son parrainage. Attention pour les entreprises, si cette disproportion ou si cette qualification est mal effectuée, il y a un risque de requalification fiscale et donc des conséquences fiscales importantes, notamment l'application de la TVA et pour l'association et pour l'entreprise, puisque le mécénat ne comprend pas de TVA. Et surtout, pour les entreprises, on ne passe plus ça en réduction d'impôts, mais en compte de charges de communication, ce qui est totalement différent. Alors j'interviens pour vous parler des différentes formes de mécénat. En fait, en pratique, qu'est-ce que va être le mécénat? Il va y avoir plusieurs formes. La première forme, la plus logique, c'est le financement direct. On va passer par un mécénat financier. Le financement peut, la transaction qui va être faite de la personne morale de l'entreprise à la personne morale société va pouvoir être fait par un chèque, va pouvoir être fait par un virement, va pouvoir être fait en numéraire. C'est ce qu'on appelle le mécénat financier. Ensuite, on a une forme un petit peu plus particulière et plus intéressante au niveau des échanges, c'est le mécénat en nature. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce qu'on va faire un don de quelque chose qui appartient à l'entreprise pour le basculer dans le patrimoine financier de l'association. Donc ça peut être le don d'un bien immobilisé, comme un véhicule. Immobilisation, vous savez, il y a des comptes d'immobilisation que les comptables pratiquent à longueur de journée. Il va se passer un amortissement du bien sur plusieurs années. Donc un bien immobilisé comme un véhicule va pouvoir faire partie d'un mécénat en nature. On a aussi de la marchandise qui se trouvera en stock. C'est tout à fait possible d'avoir un excédent de stock et de vouloir en faire bénéficier à une association. Ça peut être intéressant. Et puis on a aussi l'exécution de prestations de services. Donc ça peut être des entretiens, des réparations. Si vous avez par exemple une entreprise de plomberie, si vous êtes entreprise, vous pouvez très bien apporter des réparations au niveau associatif et essayer de se faire déduire ces réparations-là. Et puis, il y a aussi la mise à disposition de compétences, notamment au niveau communication. Donc, si vous avez un pôle communication au sein de votre entreprise, si vous êtes entreprise, ou si vous avez encore des ressources humaines qui peuvent apporter quelque chose à l'association, ça peut être intéressant de ce niveau-là. Vous avez également tout ce qui est comptabilité, gestion, voire même juridique si vous avez un conseiller juridique dans vos locaux. On a également une autre forme, et là c'est pousser en fait le mécénat à son paroxysme puisque c'est un mécénat de compétences. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du mécénat de compétences? On va avoir l'association qui va accueillir dans ses locaux un salarié de l'entreprise.
Et il va y avoir une possibilité de déduction en fait, du salaire de ce salarié, et je vous l'expliquerai plus tard. Donc c'est très intéressant au niveau de l'association de recevoir quelqu'un dans ses locaux, mais c'est également intéressant au niveau de l'entreprise. Parce que le salarié qui est mis à la disposition de l'association de cette manière, ça lui permet de voir lui aussi des méthodes d'organisation qui sont différentes, des méthodes de gestion et de production qui sont différentes. Pourquoi? Parce qu'une association, même si c'est une association à but non lucratif, comme le voulait Waldeck-Rousseau dans sa loi de 1901, mais il faut savoir que les associations parfois sont productives, même si elles sont à but non lucratif. Alors là, on arrive à ce qui intéresse le plus les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on va se demander à quoi va correspondre la réduction d'impôt à laquelle on a droit. Donc la réduction d'impôt, c'est une chose, la TVA, c'en est une autre. Maître Philippe Campolo vous expliquait tout à l'heure qu'il n'y a pas de TVA dans le mécénat, donc il faut partir avec les chiffres que je vais vous donner sur une absence totale de TVA, ce qui n'est pas le cas pour le parrainage. Donc la réduction d'impôt à laquelle va avoir droit l'entrepreneur est égale, et il faut le savoir, à 60% de la somme qui a été versée. Donc vous investissez 1 000 €, d'une certaine façon, vous allez pouvoir récupérer 600 €, mais je vais vous expliquer, il y a des particularités. La particularité est que votre chiffre d'affaires va être pris en compte dans cette déduction. La déduction par année, puisque la déduction totale peut se faire sur 5 ans, cette déduction par année ne doit pas dépasser 0,5% de votre chiffre d'affaires. Donc il va falloir calculer l'investissement que vous voulez faire en fonction de votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est une disposition du Code général des impôts qui le prévoit, c'est l'article 238, auquel vous pouvez vous référer après cette intervention, peut-être pour y voir plus clair ou moins clair, parce que c'est une disposition qui est assez ardue à comprendre. Donc, au niveau du don en compétences, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est quand le salarié va se déplacer dans les locaux de l'association. Là, on a la possibilité de déduire le coût du salaire horaire brut plus les charges sociales multipliées par le nombre d'heures. Donc, vous déduisez totalement, pratiquement, le salaire du salarié qui s'est rendu dans l'association. Donc, comme je vous le disais, et c'est encadré en bas, et c'est le plus important, il faut savoir que cette déduction d'impôt va se faire sur 5 ans. Votre comptable répartira d'année en année, dans la limite de 5 ans, les déductions qui auront été faites. Au niveau du don en nature, puisqu'on vous disait qu'on pouvait éventuellement bien donner un véhicule, la doctrine de l'administration fiscale, alors c'est un terme un petit peu barbare, mais c'est pour vous dire ce qui est retenu dans la pratique par les comptables et par l'administration fiscale au moment des déductions d'impôts. Eh bien, cette doctrine, elle nous dit que le montant de la déduction au niveau des dons en nature, elle est égale à la valeur vénale du bien. Donc, ce n'est pas la valeur d'achat, c'est la valeur vénale, c'est la valeur du bien au moment où on l'estime. À la valeur en stock également, et au prix de revient de la prestation offerte, si c'était une prestation de service qui avait été offerte. Alors, la réduction d'impôt, je vous en parlais tout à l'heure, c'est dans la limite des 60%, mais il y a encore une particularité à cerner, c'est que ça peut s'imputer soit sur l'impôt sur le revenu, si votre société est assujettie à l'impôt sur le revenu, donc l'IR, soit à l'impôt sur les sociétés. Donc, plusieurs formes de sociétés peuvent bénéficier de ce mécénat. Impôt sur les sociétés, on a notamment les sociétés par action, etc., qui sont assujetties à ce type d'impôt. Alors, pour les entrepreneurs qui exercent une activité individuelle, se pose le choix de savoir si ils optent pour un mécénat professionnel ou un mécénat particulier. Dans ce cas-là, si vous avez une entreprise mais que vous êtes en activité individuelle, il vaut mieux opter pour un mécénat personnel, privé, puisque la réduction d'impôt est supérieure, elle est de 66% du don dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. Cette réduction est beaucoup plus favorable que celle que l'on a vue précédemment pour le mécénat d'entreprise. Donc, pour le particulier,
s'il a la possibilité d'opter entre le mécénat professionnel et le mécénat privé, il vaut mieux opter pour le mécénat privé. Qui peut recevoir ces dons? Pas toutes les associations. Il faut des conditions d'éligibilité pour ces associations. Ce sont notamment ce sont des structures qui sont reconnues d'intérêt général et ayant un caractère philanthropique défini au niveau des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. C'est le grand apport de la loi Aillagon qui a étendu et qui a facilité la reconnaissance d'éligibilité d'intérêt général de ces associations-là. Il faut que ces associations aient une reconnaissance d'utilité publique et une gestion désintéressée et qu'ils n'exercent bien évidemment pas d'activité lucrative et qu'ils n'entretiennent pas de relations privilégiées avec les entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Si l'association a un doute sur son éligibilité, elle peut demander au travers son comptable ou au travers son trésorier plutôt de faire une demande de rescrit à l'administration fiscale. Si celle-ci ne répond pas dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande recommandée, elle est considérée comme étant éligible aux conditions du mécénat. Les conditions appliquées aux entreprises, il n'y en a pratiquement aucune. Toutes les entreprises peuvent participer. Ce n'est pas réservé simplement aux grandes multinationales. Il n'y a aucun montant minimum de chiffre d'affaires ou de dons. Et toutes les entreprises, qu'elles soient à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, peuvent faire du mécénat. Quelles sont les conditions de mise en œuvre du mécénat? Il faut une convention. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, notamment en cas de prêt de matériel ou de mécénat de compétences, puisque quand le salarié de l'entreprise vient dans l'association, ce qu'il faut savoir, c'est que le salarié reste toujours sous l'autorité de son employeur d'origine, qui est l'entreprise. Il ne devient pas le salarié de l'association sur le plan responsabilité sociale. Il faut également, du côté de l'association, prévoir ce qu'on appelle un reçu fiscal qui permettra à l'entreprise de bénéficier de sa réduction fiscale. C'est un modèle CERFA que l'on peut facilement trouver sur Internet ou auprès des administrations fiscales. Et du côté du mécène, il faut simplement qu'il remplit un formulaire mécénat lors de sa comptabilité ou de son bilan. C'est en général son comptable ou son expert comptable qui remplit ce formulaire. Vous avez là un exemple chiffré comparatif qui fait une distinction entre l'absence de dons, le mécénat et également le parrainage. Vous verrez que pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'1 million d'euros et un bénéfice de 30 000 euros, les conséquences fiscales sont importantes. Sans dons, ils ont un bénéfice fiscal de 30 000 euros et donc un impôt sur les sociétés de 10 000 euros. Si cette même entreprise fait un parrainage de 1 000 euros, son bénéfice fiscal tombe à 29 000 euros et son impôt sur les sociétés descend à 9 667 euros. Il a une économie d'impôt que de 333 euros. En revanche, si cette même entreprise fait un mécénat de 1 000 euros, elle a un impôt sur les sociétés qui est ramené à 9 400 euros et donc son avantage, son économie d'impôt est de 600 euros. Ce qui, par rapport au parrainage, est du double et donc correspond à un avantage important. Alors on fera une aparté aujourd'hui sur l'achat d'œuvres d'art parce qu'il faut savoir que l'achat d'œuvres d'art peut aussi permettre des réductions d'impôts dans une certaine mesure. Alors c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire à Bazart puisque vous savez que des exposants sont là et des exposants mettent à la vente leurs œuvres.
Donc il faut savoir que quand vous êtes une entreprise et que vous achetez une œuvre, une réduction d'impôt va pouvoir s'appliquer. Alors je garde le meilleur pour la fin, puisque vous voulez certainement savoir à hauteur de combien. Je vous explique d'abord les conditions et je vous exposerai la mise en œuvre après. Il faut savoir que 2 critères cumulatifs existent. Quant à l'achat de l'œuvre, cette œuvre doit être une œuvre originale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été dupliquée, elle ne doit pas avoir fait l'objet de lithographie ou de choses comme ça. Ça doit être une œuvre unique et c'est surtout une œuvre qui doit émaner d'un artiste vivant. Donc en fait, c'est fait pour promouvoir les artistes qui ont actuellement, vous le savez, du mal parfois lorsqu'ils sont encore vivants à vivre de leur art. Et une entreprise peut donc permettre à ces artistes jeunes ou moins jeunes d'obtenir une vie un petit peu plus confortable puisqu'ils pourront vendre leurs œuvres plus facilement puisque l'entreprise pourra déduire à hauteur de ce que je vous dirai tout à l'heure le montant de cette œuvre d'art. 2 critères cumulatifs maintenant tenant au mécène. Il faut que le mécène, alors c'est un petit peu particulier, il faudra qu'il accueille du public dans ses locaux. Pourquoi ? Parce que cette œuvre devra être exposée. C'est une des conditions à laquelle devra s'astreindre le mécène. Il devra exposer la peinture qui aura été faite par cet artiste vivant dans ses locaux. Et ensuite, ça sera plus du côté de son comptable. Il faudra qu'il mette l'achat de cette œuvre sur un compte particulier qui s'appelle le compte de réserve spéciale. Maintenant, au niveau, et le suspense est terminé, au niveau de la mise en œuvre de la réduction d'impôt, le montant à déduire, il est carrément égal au prix d'acquisition. Mais on va un petit peu retomber sur l'article 238 du Code général des impôts. Il va y avoir un calcul à faire parce que votre chiffre d'affaires va encore être pris en compte. Alors, la réduction, c'est calqué sur le modèle de l'article 238 du Code général des impôts, puisque c'est une disposition annexe qui est l'article 238 bis grand A B du Code général des impôts qui s'applique. Et c'est un petit peu le même régime, puisqu'on va pouvoir déduire à hauteur de 0,5% du chiffre d'affaires et on va pouvoir aussi déduire sur 5 ans. Donc je vous ai fait un petit exemple chiffré pour que vous compreniez à quoi ça correspond. Si vous avez une entreprise qui compte 300 000 € de chiffre d'affaires sur une année donnée et que cette entreprise décide d'acheter une œuvre de 7 500 €, cette œuvre sera totalement déduite. Pourquoi ? Parce que son chiffre d'affaires, si on compte 0,5% de 300 000 €, ça va faire 1 500 € par an. Et si l'œuvre coûte 7 500 €, vous faites 1 500 € multiplié par 5, ça vous donne 7 500. Je pense qu'il va y avoir un débat ou s'il y a des questions. Notre présentation est terminée là-dessus. Je demande à Nathalie si elle veut bien intervenir pour le débat. Non, pas de débat. Non, pas de débat. Y a-t-il des questions ou des précisions à demander ? On est là, on peut répondre immédiatement. Oui. D'accord. Mince, je ne l'ai pas là. Une œuvre originale, une lithographie est considérée comme une œuvre originale, ainsi que par exemple certaines sculptures qu'on va tirer des bronzes, on va tirer dans un certain nombre d'exemplaires. Chaque exemplaire peut être considéré comme une œuvre originale. Il ne s'agit pas d'une reproduction. Tout à fait.
Alors pour répondre à votre intervention, la difficulté dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, on a les œuvres originales qui sont définies par le Code général des impôts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la lithographie n'y figure pas. La lithographie ne figure pas dans les œuvres que vous pouvez acheter qui seront déclarées originales. C'est la raison pour laquelle, après, c'est un débat ouvert, hein, vous savez, la doctrine fiscale, on en a discuté tout à l'heure, elle peut avoir raison comme elle peut avoir tort. Mais pour l'instant, dans cet article 98, cette annexe-là, si vous allez la voir, la lithographie n'est pas inscrite. Donc après, c'est quelque chose à proposer, bien sûr, à l'administration fiscale de faire une rectification. Mais en tout cas, cette liste, l'annexe, c'est une liste complète qui ne fait pas état, qui définit l'œuvre originale, mais qui ne met pas la lithographie dans cette liste. Je peux chercher et vous donner... Là-dessus, il y a une forte discussion au niveau de la doctrine fiscale. Et excusez-moi, je ne vous vois pas parce qu'il y a l'écran devant. Je vous réponds, M. Campello. Effectivement, il y a des discussions sur ces œuvres-là. Et peut-être que ça va évoluer dans le temps, mais les œuvres originales sont définies au travers de cette disposition du Code général des impôts. L'annexe peut être modifiée d'année en année. À ce jour, la lithographie n'en fait pas partie. Je n'ai pas en tête la totalité des œuvres qui font partie de cette liste, mais elle est à disposition au travers de cette définition-là. Alors, il y a pour chaque art des dispositions spécifiques. Le bronze en fait partie, effectivement, puisqu'on peut reconnaître une duplicité d'œuvres d'art originales là-dessus. Mais ça ne concerne pas toutes les formes d'art. Voilà. À partir du moment où l'art est considéré comme un art original, comme une œuvre originale, c'est pris en considération par l'administration fiscale là-dessus. Après, il peut y avoir des discussions, effectivement, sur le caractère original d'une œuvre et une copie d'une œuvre originale là-dessus. Alors, vous pouvez répéter parce que je n'ai pas très bien entendu.
Tout à fait. Tout à fait. Non, individuellement, non, puisqu'il faut que vous soyez... Enfin, le mécénat est reconnu pour les associations ou des fondations, donc c'est des groupements. Un artiste peut éventuellement se monter en association et promouvoir son art, mais il faut qu'il y ait un but d'intérêt général et philanthropique. Un artiste seul ne pourra prétendre qu'au bénéfice de l'acquisition d'œuvres d'art par les entreprises. C'est ce que l'on vous a exposé à la fin, c'est l'acquisition d'œuvres d'art par une entreprise directement auprès d'un artiste. Là-dessus, avec les conditions lui permettant d'obtenir la réduction fiscale. Mais ce n'est pas du mécénat, c'est de l'acquisition d'œuvres d'art auprès d'artistes vivants. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Il y a le mécénat qui permet à une entreprise de faire un don avec une association ou une fondation. Et vous avez l'autre avantage qui est réservé aux entreprises et qui peut bénéficier directement à l'artiste de manière individuelle, c'est l'acquisition d'œuvres d'art. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une facture, déjà. Voilà. Non, il n'y a pas de certificat particulier pour l'artiste. Il y a par contre pour l'entreprise les conditions que ma collaboratrice vous a exposées. Et que l'œuvre soit originale. Pas seulement. Il ne faut pas simplement que l'artiste soit vivant, il faut que l'entreprise qui achète l'œuvre d'art l'expose pendant 5 ans dans un lieu public, qui peut être son entreprise si c'est un établissement recevant du public, ou qui peut mettre à disposition d'un musée cette œuvre d'art. Non. Si c'est simplement une petite entreprise, je ne pense pas que des salariés soient considérés comme un public. Il faut vraiment que ce soit c'est ouvert au public, donc il faut que tout le monde puisse rentrer dans l'entreprise aux heures d'ouverture. La question s'est posée, je ne pense pas, non. Tout à fait, sauf qu'elles n'ont pas l'obligation de l'exposer dans ses propres bureaux. Ils peuvent l'exposer dans des établissements recevant du public. Par exemple, s'ils ont un restaurant habituel, ils peuvent le mettre à disposition du restaurant. Ils peuvent le mettre à disposition d'autres entreprises ou dans un lieu public. Ou dehors. Ou dehors.
Vous ne rentrez pas dans le cadre des avantages fiscaux de l'acquisition d'œuvres d'art. Une fois que vous vendez votre œuvre d'art, vous la laissez. Voilà. Mais effectivement, notamment entre musées, je crois qu'il y a des locations d'œuvres d'art, et ça c'est régi par des dispositions particulières, mais ça ne rentre pas dans le cadre des avantages fiscaux liés à l'acquisition. En fait, c'est celle qui a servi au départ. Vous voulez que je l'explique ou pas? Alors, grâce à la technologie, j'ai la réponse à votre question, messieurs, dames, pour l'annexe 98. Donc, effectivement, le débat, c'était une doctrine, moi, pour ma part, que j'avais lue là-dessus. Les lithographies vont être autorisées, mais dans une certaine mesure. En fait, que la lithographie de départ. Je vous lis ce qui est indiqué par le Code général des impôts. C'est la lithographie originale tirée en nombre limité directement en noir ou blanc, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. C'est la raison pour laquelle la lithographie qu'on entend dans un sens commun, lithographie, photocopie de l'œuvre originale, ne marche pas. C'est un abus de vocabulaire, effectivement. On appelle lithographie des choses qui ne sont pas. Lithographie, c'est donc un moyen de reproduire une œuvre sur une pierre lithographique avec une technique de la lithographie et un mode d'impression qui se fait avec une presse à lithographie. C'est une technique spécifique. Alors maintenant, il y a autre chose qui est quelque chose de plus général, qui est la notion d'estampe originale. Ça, c'est encore une notion différente, qui inclut un certain nombre de techniques, qui sont des techniques de gravure sur métal, sur bois, les eaux fortes, les manières noires, j'en passe un meilleur, qui sont regroupées sous l'appellation d'estampe originale. Voilà. Donc ça, c'est encore une autre notion. Je ne sais pas quelles sont les dispositions spécifiques concernant les estampes originales, mais il ne s'agit pas de la lithographie. La lithographie est quelque chose de très précis, une technique bien définie, donc de travail sur une pierre et un tirage spécifique. Mais en fait, ça s'explique si on essaye de définir la notion d'originalité, puisque vous savez que vous, en tant qu'auteur, ce qui va vous permettre d'obtenir une protection de vos droits, qu'ils soient moraux ou patrimoniaux, c'est l'originalité de votre œuvre. Et l'originalité de votre œuvre, on se demande, est-ce qu'une œuvre, pour être originale, doit être unique? Et c'est le problème de la lithographie, entendu dans le sens profane du terme, je vous rejoins. Alors, il faut faire la distinction entre une œuvre qui a été mise au point avec une technique spécifique, celle que j'ai donnée tout à l'heure, et la reproduction de l'œuvre. Par exemple, si on fait une peinture et qu'on la photographie, on la scanne, et qu'ensuite on l'édite avec des technologies nouvelles, numériques par exemple, là il ne s'agit pas d'une œuvre originale. L'œuvre originale, c'est la peinture de base. Voilà. Donc, pour qu'une œuvre soit originale, il faut qu'elle soit fabriquée entièrement à la main, sur un support qui est fait pour une diffusion. Voilà. C'est pas, on ne peut pas photographier une œuvre d'art et ensuite la tirer d'une manière ou d'une autre. Là, on est dans la notion d'œuvre originale. L'œuvre originale doit être fabriquée pour ça et uniquement. Oui, en termes juridiques, on dit qu'une œuvre est originale quand elle reflète l'empreinte de son auteur. Donc, ce que vous dites est vrai, mais je voudrais aussi évoquer une jurisprudence qui s'applique toujours en droit de la propriété littéraire et artistique. C'est le concept d'originalité au niveau de la photographie. Si un photographe se met à photographier une œuvre préexistante, qu'elle soit architecturale ou pas, si la photographie qu'il a fait reflète son empreinte, et c'était le cas
pour vous donner une vision pleine et entière de cet arrêt, dans cet arrêt-là, on avait un hôpital psychiatrique et on avait un monsieur qui avait décidé, dans cet hôpital psychiatrique désaffecté qui pouvait se visiter, de mettre un urinoir dans cet hôpital psychiatrique. Et de sa propre initiative, il avait mis au-dessus de la porte « Paradis ». Et il avait ensuite photographié. Et bien, la photographie de ce contraste entre l'urinoir, l'hôpital psychiatrique et Au Paradis avait été reconnue originale. Donc il faut aussi, alors que l'urinoir était une œuvre qui avait été déclarée originale aussi, les droits de reproduction, etc. sont assez compliqués de ce point de vue-là. Mais la définition, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et si ça vous intéresse, pour finir avec ça, vous savez que vous avez des droits moraux sur vos œuvres. Les droits moraux, ils vous sont inaliénables et imprescriptibles. Vous garderez vos droits quoi qu'il arrive. Par contre, vous avez également des droits patrimoniaux que vous pouvez décider d'aliéner et de donner à quelqu'un. C'est ce qui se passe quand quelqu'un vous achète une œuvre. Vous lui donnez les droits patrimoniaux sur cette œuvre. Par contre, vous conservez les droits moraux. Et ça, par exemple, dans le cadre de l'entreprise, si jamais vous voulez voir vos œuvres exposées, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d'atteinte qui est portée à l'œuvre exposée. On avait une jurisprudence là aussi qui était très célèbre. C'était une personne qui avait uriné sur un tableau dans un musée. Mais cette personne avait dû indemniser l'auteur directement et pas la personne à qui l'œuvre avait été vendue. Parce qu'il y a une atteinte à votre droit moral. De même pour les tags ou les choses comme ça. D'autres questions? Non. On n'entend pas. Oui. Non. Non, elle fait partie de l'actif de la société. C'est un autre problème. Ça s'appelle de l'abus de biens social. Après, rien n'empêche après à la société de revendre une partie de son actif à un de leurs dirigeants ou associés à titre personnel.